Donc, bonjour Claude Jean Girard, vous êtes historien, nous sommes au Salon du Livre de Lucie Saint-Georges et vous êtes là pour présenter vos livres et votre production. Bonjour, oui, j'ai écrit sur deux périodes, n'est-ce pas, la Troisième République et une autre qui est le XVIIe et XVIIIe siècle. Ayant participé à la création d'une société d'histoire dans le 20e arrondissement en 91, je me suis particulièrement intéressé à Léon Gambetta, qui est un homme politique méconnu, alors qu'il est connu dans tous les villages et toutes les villes de France. On ne sait pas à quel sujet se rattache sa notoriété. Et son nom est connu, mais le personnage beaucoup moins. Absolument. On ignore notamment, comme je le souligne, qu'il est le fondateur de la Troisième République à divers titres. D'abord parce qu'il a compris à une époque où nous avions perdu une guerre contre la Prusse et notamment contre la Nouvelle-Allemagne, eh bien les Français avaient complètement oublié les préceptes des droits de l'homme et du citoyen. Il a, pendant 6 ans, pris son bâton de prospecteur, de VRP, pour aller réapprendre les préceptes des droits de l'homme et du citoyen dans tous les villages français, car il faut se souvenir qu'à l'époque, 70% de la population était rurale et dans des communes de moins de 2000 habitants. Et il va faire ce travail pendant 6 ans, et au bout de 6 ans, eh bien, nous avons de nouvelles élections. Eh bien, en 1977, nous obtenons 2/3 de Républicains à la Chambre. On peut commencer à construire la République. Il est aussi fondateur de la République à un autre titre, c'est qu'il a fait le programme de Belleville. On retrouve tous les préceptes essentiels de la République, y compris l'école laïque obligatoire et gratuite qu'on a l'habitude d'attribuer à son ami Jules Ferry. Oui, alors que donc l'idée était surtout de Léon Gambetta. Je cite toujours une anecdote, c'est que en 1869, Jules Ferry ne savait que mettre dans son programme et Léon Gambetta lui dit mon vieux, tu vas mettre en pole position, en premier lieu, eh bien l'école laïque obligatoire et gratuite. Voilà donc si c'est l'école qu'on a aujourd'hui, elle est surtout due à Léon Gambetta, qui a inspiré Jules Ferry. Absolument. Puis il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y a tout un mouvement que j'appellerais pédagogique, où effectivement il y a un philosophe qui a beaucoup influencé tous ces intellectuels, tous ces hommes politiques, et c'est le positivisme. Et le positivisme a voulu que, effectivement, d'Auguste Comte, que l'on forme suffisamment les citoyens pour qu'ils puissent se déterminer en bonne valeur. Voilà. Et ce travail... à cette époque-là que finalement on a posé les bases d'une France nouvelle, moderne. Et oui, parce que il fallait introduire le suffrage universel. Et à l'époque, le suffrage universel n'était pas acquis au début, à la moitié du XIXe siècle. Voilà. Donc une période en tout cas très importante pour l'histoire de France. Absolument, absolument. Et une histoire visiblement aussi méconnue, puisque malheureusement l'histoire a retenu plus le nom de Jules Ferry, attribué à l'école par exemple, que de Léon Gambetta, alors que finalement ce personnage a vraiment posé des bases très modernes. Je dirais qu'en plus, c'est le premier homme politique moderne et reconnu dans le monde entier. Il avait des liaisons avec tous les chefs d'État de l'époque et c'est le premier homme d'État français qui a eu ces relations internationales. Voilà, une notoriété à l'international. Ensuite aussi par la façon d'agir, il avait créé des comités électoraux dans chaque ville et utilisé les nouveaux moyens de l'époque qui étaient la presse. Il avait créé 2 journaux, effectivement, un qui était pour les intellectuels, qui s'appelait La République française, et un qui était pour les gens qui savaient lire et écrire, mais qui n'avaient pas une connaissance intellectuelle poussée, c'était La Petite République. Et il s'adaptait donc à ces 2 fractions de lecteurs pour exposer les programmes et ce qu'il voulait faire par la suite. Donc c'est un homme politique moderne, bien avant son temps. Et c'est aussi un homme politique de paix, si je me souviens bien. Absolument. Il était contre la revanche, donc la future guerre qui va venir en 14-18. Il est mort en 82, je rappelle, donc bien avant. Et il ne voulait pas de la revanche contre l'Allemagne. Il avait été trop sensibilisé parce qu'il avait vécu en 1870 pendant la guerre contre la Prusse.
Et donc il avait prévu toute une stratégie internationale, notamment avec l'Allemagne, pour négocier avec l'Allemagne et récupérer l'Alsace et la Lorraine par d'autres moyens, et notamment parce qu'il y avait possibilité à une certaine époque d'avoir la propriété du canal de Suez, et ainsi on pouvait négocier avec les Allemands qui souhaitaient fort avoir une politique coloniale avec l'Afrique et aussi avec l'Orient. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une guerre pour reprendre les territoires de l'Alsace et de Lorraine, lui, vous préférez négocier avec l'Allemagne, donc récupérer les territoires en échange d'un accès au canal de Suez. C'est exactement ça. Voilà, c'est très bien. Peut-être un dernier mot plus général sur vos livres, si on peut les voir. Alors, mon propos, c'est en tant qu'historien, c'est de m'approcher au plus près de la vérité historique. Vous savez, on l'atteint jamais tout à fait, oui. On s'en approche. Et de m'intéresser à plusieurs périodes. Un historien ne connaît pas toutes les périodes. Même Michelet, qui est le père des historiens, ne connaissait pas toutes les périodes. Et donc je me penche à la Troisième République, mais je me penche aussi à d'autres périodes, le XVIIe et XVIIIe siècle, où notamment je m'intéresse à la période de la révocation de l'édit de Nantes et à des hommes méconnus. Il ne faut pas oublier que nous avons eu à une certaine époque 250 000 réfugiés à placer dans les pays d'Europe des protestants. Mais là, ce n'est pas une question de religion, c'est une question, je dirais, de liberté de conscience. Et cet homme-là, qui s'appelle Jacques de Barjac, a passé sa vie à placer cette population dans les pays d'Europe. Je m'intéresse aussi à une troisième période. Actuellement, je travaille sur le XIIe siècle, et notamment l'époque raymondine des comtes de Toulouse, et ce phénomène du comté de Toulouse qui voulait établir une hégémonie en Languedoc, et notamment qui plaçait, c'est l'œuvre de mon prochain livre, des hospitaliers, donc de Saint-Jean de Jérusalem, dans le Massif central pour effectivement bien cerner les limites de son territoire. Alors si les auditeurs ou les spectateurs s'intéressent à vos livres, quelle est la maison d'édition, comment peuvent-ils vous contacter? Alors on peut me contacter, prendre contact avec moi en s'adressant à par email, que je vous demanderai de citer, oui, car c'est difficile de le faire comme cela de façon vocale. Ben je le mettrai dans la chaîne. Voilà. Donc c'est le moyen, car je dois dire que je suis de plus en plus enclin à être mon propre producteur de livres et diffuseur de livres. Voilà. Ah, très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview et nous avoir éclairé sur des périodes de l'histoire qui nous concernent tous et qui font quand même aussi la richesse de la France. Je vous en prie.